où on s'intéresse pas aux rappeuses quand elles montrent pas leurs fesses, et quand elles montrent leurs fesses, on dit mais arrêtez de montrer vos fesses. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une nouvelle capsule musicale. Donc maintenant vous savez, les capsules musicales, c'est la série de vidéos sur ma chaîne où on parle de tout ce qui est industrie musicale, actu, etc. etc. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler du sexe dans le rap et plus particulièrement du sexe dans le rap féminin US. Alors avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram, ainsi que sur ma page TikTok Willem Music. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous annoncer que mon nouveau single L'amour sort jeudi prochain. Donc si vous êtes en Martinique, vous pourrez découvrir le single dans le morning sur Énergie. Et ensuite, le clip sera disponible sur cette même chaîne YouTube à midi aux Antilles et du coup 18h en France hexagonale. Et d'ailleurs, je vous propose de découvrir un extrait dès maintenant. Je souhaite l'amour partout où tu vas, je souhaite l'amour beaucoup mieux que moi. J'ai super hâte de partager ça avec vous. Et maintenant que j'ai dit tout ça, on peut passer directement à cette nouvelle capsule musicale. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu la cérémonie des Grammy Awards aux États-Unis. Donc les Grammy Awards, c'est la cérémonie la plus importante pour le monde de la musique aux États-Unis. Et une des performances marquantes de cette dernière édition, c'était le live de Cardi B et de Megan Thee Stallion sur leur chanson WAP. Donc c'était une performance très sexy avec une chanson qui contient beaucoup de références sexuelles. Et les Grammy Awards, c'est une cérémonie qui est diffusée en prime time, donc à une heure de grande écoute. Et il y avait eu toute une polémique autour de la performance qui disait que ah oui, ce sont deux jeunes femmes, elles n'ont pas donné cet exemple-là, elles n'ont pas proposé ce genre de visuel, ce genre de contenu, ce genre de paroles. Surtout à une heure de grande écoute, c'est problématique que les femmes soient aussi vulgaires dans leurs chansons, dans leurs clips, etc. Et je me suis dit que c'était super intéressant de venir avec cette vidéo où j'allais faire une analyse du coup personnelle sur ce que moi je remarque de cette hypersexualisation dans le rap féminin. Souvent le sexe est associé à la vulgarité. Dès qu'il y a du contenu sexuel dans de la musique, on dit tout de suite que c'est vulgaire et la sexualité et la vulgarité, ce sont deux choses différentes. Donc ce sont deux choses qui peuvent communiquer entre elles. Ce qui est sexuel peut être vulgaire, mais ce n'est pas systématique. Il peut y avoir des chansons, des clips avec des références sexuelles qui parlent de sexe sans tomber dans la vulgarité. Donc attention à ne pas faire des amalgames et à tout de suite traiter les filles de vulgaires dès qu'elles parlent de sexe. Alors je ne vous apprends rien si je vous dis que le hip-hop est un milieu qui est complètement dominé par les hommes. Si on fait un historique des artistes les plus marquants du hip-hop, la majorité des noms qui vont revenir, ce seront des hommes. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de femmes qui ont marqué l'industrie du rap US, parce qu'il y a eu des Salt-N-Pepa, il y a eu des Lauryn Hill, il y a eu des Missy Elliott, il y a eu des Queen Latifah, des Remy Ma, mais sur le spectre global du rap US, les femmes ne représentent qu'une petite partie des artistes qui explosent réellement. Voilà, donc il y a beaucoup de sons comme ça qui sont ego trip, des sons qui sont très coquilles, avec les clips, l'imagerie qu'on connaît, donc ça veut dire en général tu auras le rappeur qui va être au centre de l'image, autour de lui il y a les vidéos vixen, il y a les figurantes, toutes les filles qui sont à sa merci et autour de lui. Donc tout ça c'est une imagerie qu'on connaît qui existe dans le rap. Et la rappeuse du coup qui s'est réappropriée cette imagerie sexuelle et qui a incorporé ça dans sa musique et dans son imagerie, c'est Lil Kim. Donc il faut savoir que Lil Kim c'est une rappeuse qui a été façonnée par un autre rappeur, Notorious B.I.G. Il s'est dit elle on va la marketer, on va la façonner de façon à ce qu'elle plaise aux hommes. Le gros du public hip-hop ce sont les hommes. Et Lil Kim elle aura une musique qui sera complètement décomplexée. Donc elle va parler de sexe, elle va te dire ce qu'elle va te faire, elle va te dire ce que toi tu vas lui faire, elle va te dire à quel point elle aussi elle fait ça bien. Dans l'imagerie, ses clips seront sexy, les pochettes d'albums seront sexy. Et vraiment Notorious B.I.G. et Lil Kim, ils ont amené ce truc de la rappeuse féminine sexualisée. C'était un peu les débuts de la sexualisation
l'hypersexualisation du rap féminin mainstream. Comme je disais au début, c'est une industrie qui est dominée par les hommes. Les plus gros rappeurs, ce sont des hommes. Les patrons de maisons de disques, ce sont des hommes. Les patrons de labels, ce sont des hommes. La plupart des critiques musicaux de hip-hop, ce sont des hommes. La plupart des DJ et des programmateurs radio qui choisissent ou non de passer ton son, ce sont des hommes. Donc pour percer dans le hip-hop, il faut séduire les hommes. Et avec ses attitudes, ses textes, l'imagerie, les looks, le côté très sulfureux et très assumé, Notorious B.I.G. et Lil Kim vont réussir à s'imposer sur le marché. Et ça va très bien fonctionner puisque son album Hardcore qui est sorti à l'époque s'est classé 11e dans les charts américains et à l'époque c'était le plus haut classement jamais atteint par une artiste féminine en rap. Donc il n'y a pas eu que Lil Kim sur ce créneau, il y avait également Foxy Brown. Foxy Brown avait quelque chose qui était déjà un peu plus insolent. Elle avait un rap qui était déjà plus insolent. Elle n'était pas vraiment dans le délire de je vais essayer de séduire les hommes. Alors oui, elle parlait de sexe, oui c'était assumé, mais ce n'était pas pour séduire les hommes. Elle était déjà dans quelque chose d'un peu différent. Et donc Lil Kim et Foxy Brown, c'était vraiment les deux rappeuses populaires de l'époque. Et quand quelque chose fonctionne pour quelqu'un, forcément ça donne des idées aux autres. Et c'est comme ça que la recette de l'hypersexualisation a été appliquée pour d'autres artistes qui se sont inspirés et qui ont réutilisé les mêmes codes à leur tour pour se développer. Donc maintenant on va faire une avance rapide dans le temps puisque entre temps Lil Kim et Foxy Brown se sont écartés un petit peu du tableau. Lil Kim est allée en prison et puis pendant ce temps où elles se sont éloignées du devant de la scène, il y a une petite Trinidadienne qui elle est arrivée sur le marché et a commencé à beaucoup faire parler d'elle. Alors vous connaissez tous Nicki Minaj, je n'ai pas besoin de la présenter. C'est une artiste qui a sorti plusieurs mixtapes en underground, mais le projet qui l'a fait exploser sur la scène mainstream, c'est son premier album studio, Pink Friday. Donc c'était l'arrivée de Nicki Minaj sur le marché. On se souvient d'elle avec ses looks déjantés, ses perruques, sa façon très animée de se produire sur scène, de jouer dans ses clips, etc. etc. Alors à l'époque, on avait déjà des petites brides, des petites choses qui étaient sexy, mais ce n'était pas encore sexuel. Avec son premier album, Nicki Minaj n'est pas vraiment tombée dans l'hypersexualisation. C'est quelque chose qui est arrivé après. Alors Nicki Minaj, c'est une rappeuse qui sait rapper. La dame sait vraiment rapper. Elle est très versatile au niveau de ses flows. Elle peut poser sur n'importe quoi. Elle peut poser sur une instru hip-hop. Elle peut poser sur une instru dancehall. Elle sera à l'aise vraiment par... Et ça, c'est un atout dont elle va se servir pour faire décoller sa carrière. Donc à l'époque, c'était le plus gros hit de Nicki. C'est une chanson qui lui a vraiment permis de toucher un nouveau public, le public pop. Donc quand Nicki va voir que le morceau Super Bass a explosé et que c'est un morceau pop, elle va se dire « Ah, vous aimez la pop? Je vais vous donner de la pop. » Et donc elle va s'entourer de producteurs pop pour créer des morceaux pop. Et c'est comme ça que sur le deuxième album, elle va s'éloigner un peu du hip-hop et elle va exploiter son album vraiment à travers le prisme de la pop. Donc son deuxième album, c'est l'album qu'elle va présenter avec des singles comme Starships. Et ce sera pas le seul single pop qu'elle va exploiter de cet album puisqu'il y aura toute une ribambelle d'autres singles pop qui vont être exploités pour défendre ce projet. Et ça va marcher très fort puisqu'à ce moment-là, elle sera vraiment au top de sa carrière. Elle va réussir à être sur le même terrain, voire concurrencer des artistes de la pop qui sont là depuis plusieurs années, tels que Rihanna, Katy Perry, Kesha, Lady Gaga, etc. Mais en faisant ça, elle a perdu beaucoup de sa crédibilité dans son genre de base qui est le hip-hop. Donc les gens du hip-hop savent que Nicki sait rapper, ils savent qu'elle est talentueuse, ils savent qu'elle est versatile, mais on s'intéresse moins à elle parce que nous, ce qu'on veut, c'est du hip-hop et elle est là en train de faire de la pop. Et une grosse partie des gens du milieu dans le rap, que ce soit dans les radios, les critiques, etc., vont tourner le dos à Nicki. Et c'est à ce moment-là que dans sa carrière, elle aura une grosse opération de reconquête du public hip-hop. On l'a vu tout à l'heure, Nicki Minaj, c'était les perruques déjantées, les perruques colorées, les costumes, les attitudes excentriques, etc. Et ça, c'est un personnage qu'elle a encore plus tiré quand elle est allée vers la pop. Et du coup, maintenant, pour sa reconquête du public hip-hop, elle va se détacher complètement de cette image. Donc, les perruques colorées, on oublie, tout ça, c'est au placard. Les attitudes excentriques, on oublie, tout ça, c'est au placard. Il y aura un renouvellement au niveau de son image. Pour la première fois depuis plusieurs années, on va voir Nicki avec les cheveux naturels. On va la voir dans des vêtements normaux. Il y aura des visuels qui sont plus sobres et
surtout elle va revenir à des sons hip-hop. Donc c'est la période où elle était en train de teaser son 3e album. Donc elle était en mode les gars, je sais que j'ai fait de la pop, mais attendez, je vais vous montrer que je suis une MC et que je sais faire du rap. Donc elle a sorti Chirac. Elle a sorti Looking Ass. Et le nouvel album va finir par arriver. C'est l'album qui s'intitule The Pink Print. Et c'est un album qui va être introduit par le lead single Pills and Potions. Donc on est dans la continuité du renouvellement de son image. On est dans un clip très sobre. C'est une chanson assez mélancolique où elle traite de sujets quand même assez personnels. Et c'est ce morceau-là qui va être choisi pour annoncer vraiment le retour de Nicki Minaj en tant que rappeuse. Alors malheureusement, l'accueil du morceau sera timide. Le morceau n'aura pas le succès de Starships. Le morceau n'aura pas le succès de Super Bass. Et donc là, elle se retrouve à devoir prendre une décision. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir l'attention du public? Elle va parler de sexe. Donc le single Pills and Potions que vous avez vu tout à l'heure n'a pas fonctionné comme il devait. Donc ils ont enchaîné sur Anaconda. Anaconda, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est un des plus gros tubes de Nicki Minaj. Rien qu'avec la pochette du single, elle avait annoncé la couleur. C'est une chanson où elle va parler de sexe. Dans le clip, elle est dénudée, il y a beaucoup de fesses. Et là, ça fonctionne. Donc tous les gens qui n'étaient pas intéressés par ce qu'elle avait sorti avant, quand elle était gentille et quand elle était vulnérable et quand c'était sobre, eh ben les gens maintenant ils sont arrivés. Maintenant qu'on voit ses fesses, les gens sont intéressés. Et maintenant que les gens sont intéressés, elle va se dire ok, puisque vous êtes là maintenant, ok, je vous ai attiré avec mes fesses, avec le sexe, mais dans l'album, je parle quand même de vrais trucs. Dans l'album, c'est un album qui est quand même assez personnel, je suis très vulnérable dedans, je parle de ma famille, je parle de mon passé. Donc maintenant que vous êtes là, je vais sortir un autre single où je vais pas parler de sexe, je vais parler de choses qui me touchent et normalement ça devrait fonctionner. Donc après Anaconda, elle va sortir le single Bed of Lies. Et malgré toute sa bonne volonté et la promo qu'elle va faire pour le morceau, ce morceau ne va pas fonctionner. Pour résumer, elle a fait une chanson où elle parlait pas de sexe, où elle rappait vraiment et elle était vulnérable. Ça n'a pas fonctionné. Elle a montré ses fesses et elle parle de sexe, ça a fonctionné. Ensuite, elle a fait une chanson où elle est vulnérable, où elle rappait vraiment, où la chanson est personnelle et elle parle pas de sexe. Ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire pour que ça fonctionne? Elle va reparler de sexe, elle va ressortir ses fesses. Et une nouvelle fois, le morceau va être un succès. Vous commencez un peu à avoir le vice du truc? Non, vous voyez pas? On va prendre un autre exemple. On va prendre l'exemple de Cardi B. Donc Cardi B, elle a explosé avec Bodak Yellow, etc. Donc les gens étaient là, les gens étaient curieux en mode qu'est-ce qu'elle va sortir maintenant? Qu'est-ce qu'elle vaut cette petite nouvelle qui vient d'arriver dans le marché du rap, etc. Et donc elle a sorti le single Be Careful. Donc Be Careful, qui est un morceau qui se retrouve sur le premier album de Cardi, qui est une nouvelle fois un morceau qui, exactement comme Nicki Minaj, est un morceau qui est plus personnel, un morceau où elle se montre plus vulnérable. Et bien ce morceau ne va pas fonctionner. Alors comme ça n'a pas fonctionné, je vous laisse deviner ce qu'elle a fait pour la suite. Elle a montré ses fesses, elle a sorti ça. Eh ben elle a montré ses fesses et ça a fonctionné. Donc elle a continué à enchaîner les singles, mais au fur et à mesure, on sentait que l'engouement autour du personnage Cardi B commençait à diminuer un petit peu. Quand ça a été l'heure de son retour, qu'elle est revenue sur le devant de la scène pour annoncer son deuxième album et que là, il fallait que les gens s'intéressent à elle, il fallait que les gens sachent qu'elle revienne, il fallait que les gens consomment sa musique. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire pour que le public s'intéresse à elle? Elle va montrer ses fesses et elle va parler de sexe. Eh ben elle a montré ses fesses et ça a fonctionné. Vous voyez le vice de la chose? Non? Toujours pas? Alors on continue, on prend un nouvel exemple. On va prendre l'exemple de Iggy Azalea. Iggy Azalea qui a explosé avec des sons pop tels que Fancy ou Black Widow. First things first, I'm the realest. Qui, comme Nicki Minaj, a voulu avoir un peu plus de crédibilité dans le genre hip-hop. Donc elle a commencé à s'éloigner des sons pop basiques, même si la pop reste quand même une influence quand on écoute sa musique. Et elle a commencé à s'entourer avec des collaborateurs de la scène hip-hop. Elle a sorti le morceau Savior avec Quavo. Donc c'est un morceau avec un texte très mélancolique où encore une fois elle se montre sous une phase un peu vulnérable, où elle ne parle pas de sexe et elle ne montre pas ses fesses. Et ce morceau n'a pas fonctionné. Donc le morceau où elle est vulnérable et elle ne montre pas ses fesses n'a pas fonctionné. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Vous commencez à comprendre maintenant ce qu'elle va faire. Elle va parler de sexe et elle va montrer ses fesses.
Et ce morceau va fonctionner puisqu'il va devenir son plus gros tube en indépendant. Donc là, je pense que vous avez compris le schéma et donc vous commencez à comprendre que c'est par ce processus que les rappeuses qui sont sur le devant de la scène restent sur le devant de la scène. Puisque dès qu'elles commencent à ne plus parler de sexe et à ne plus montrer leur corps, leurs fesses dans leurs clips, le public disparaît. Et il y a très vite cet amalgame où on pense que des rappeuses comme Nicki Minaj, comme Cardi B, etc. ne parlent que de sexe, ne parlent que de fesses dans leurs chansons. Or, ce n'est pas vrai. Il suffit de se plonger dans leurs projets pour se rendre compte du relief qu'il y a dans leur musique. Pour revenir sur l'album de Pink Print de Nicki Minaj, si on demande au grand public ce qu'il a retenu de cet album, le grand public va retenir Anaconda, le clip où Nicki Minaj secoue ses fesses partout, ou la chanson Only où elle parle de ce qu'elle va faire ou ne pas faire avec Drake et Lil Wayne. Or, il suffit juste d'écouter cet album. Le premier morceau, le morceau qui ouvre cet album s'appelle All Things Go. Et All Things Go, pour moi, c'est une des chansons les plus jolies de Nicki. C'est une de mes favorites. Elle parle de son passé, de son enfance, de son avortement, sa relation de couple. Donc voilà, c'est une chanson qui est très personnelle, qui ouvre l'album quand même sur une note assez sombre. Ensuite, sur cet album, il y a des chansons comme The Crying Game. Mais ce ne sont pas ces chansons-là que le grand public va reconnaître de Nicki, puisque quand Nicki sort ce genre de chansons, le grand public ne s'y intéresse pas. De la même façon, les rappeuses qui veulent exploser, elles savent que si elles veulent exploser sur le marché mainstream, elles vont devoir parler de sexe, avoir des clips avec des références sexuelles, des clips où elles sont sexy, il y aura des filles qui vont twerker, il y aura des fesses, il y aura des tétés, et ça va fonctionner. Est-ce que les City Girls auraient fonctionné si leurs chansons n'étaient pas aussi ratchet et hyper sexualisées? Je pense pas. Est-ce que vous-même vous auriez cliqué sur cette vidéo s'il n'y avait pas les tétés de Cardi B et les fesses de Nicki Minaj sur la miniature? Je pense pas. Même Saweetie qui a explosé il y a quelques années, la chanson qu'il a fait exploser, c'est une chanson qui était inspirée de My Neck, My Back, qui était déjà à l'époque une chanson hyper sexualisée. Donc il est très important de préciser que ce ne sont pas toutes les rappeuses qui jouent à ce jeu. Donc ce ne sont pas toutes les rappeuses qui montent leurs fesses et qui parlent de sexe pour percer. Il y a beaucoup de rappeuses qui refusent de tomber dans ce format. Donc là je vais prendre l'exemple de la rappeuse Rapsody, qui est une très bonne rappeuse avec de la vraie bonne musique et qui ne tombe pas dans l'hypersexualisation. Et pourtant, je suis sûr que la majorité des gens qui regardent cette vidéo, vous n'avez sûrement jamais entendu parler d'elle et vous ne connaissez sûrement pas sa musique. Pourtant, elle n'a rien à envier à toutes les rappeuses féminines populaires qui fonctionnent actuellement. Si on compare les streams, les ventes de Rapsody aux streams, aux ventes des City Girls, c'est deux salles, deux ambiances. Parce que quand les femmes vont parler de choses plus profondes, de sujets plus personnels et éviter l'hypersexualisation, le public ne sera pas au rendez-vous. Alors qu'en face, les hommes dans le rap, peu importe les sujets qu'ils vont traiter, il y aura toujours un public. Alors oui, il y aura toutes les chansons où les rappeurs vont parler de sexe, où ils vont dire à quel point ils font ça bien, à quel point les filles aiment ce qu'ils font, à quel point les filles sont pendues à leur cou. Et il y aura un public pour ça. Mais il y a également un gros public pour les rappeurs qui ne vont pas tomber dans ce format-là de l'hypersexualisation. Donc par exemple, tu auras des Travis Scott qui va venir avec un album comme Astro World. Donc c'est plus qu'un album le truc, c'est vraiment une expérience. Il va créer un univers avec quelque chose de très poussé et de très pointu et ça va être un énorme succès. Pareil pour Tyler, the Creator. On va prendre l'exemple de son album Igor qui lui aussi va venir avec un univers et un personnage, quelque chose de fort. Et là encore, ça a fonctionné, les critiques vont être de son côté. Il va remporter un Grammy pour cet album. Et moi, tu vois, j'aurais adoré qu'une femme arrive avec des concepts aussi poussés. Et je pense que les femmes de leur côté adoraient pouvoir proposer ce genre de projet. Mais on sait tous que le public ne répondrait pas présent. Il y a bien eu Missy Elliott qui, elle, n'est pas tombée dans l'hypersexualisation et qui est une des rappeuses les plus populaires et une des rappeuses les plus iconiques qui, elle, avait son univers fort et tout. On se souvient tous des clips de Missy Elliott. Elle a toujours eu des clips très réfléchis et très marquants. Mais c'est une seule.
c'est juste Missy Elliott sur la scène mainstream. Si je vous demande de me citer d'autres artistes qui ont explosé comme elle sans tomber dans l'hypersexualisation, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses et ça c'est vraiment dommage. Et si on s'intéresse aux artistes féminines qui ont percé sur la scène hip-hop, on va penser à Lauryn Hill. Alors oui, Lauryn Hill, elle a rappé, etc. mais c'est aussi une chanteuse. Lauryn Hill, c'est aussi une chanteuse, ce qui fait qu'elle n'a pas que le public hip-hop à séduire, elle a déjà un gros noyau du public qui consomme le R&B. Ça ratisse déjà un petit peu plus large. Il y a aussi Mary J. Blige qui, elle, sans être une rappeuse, puisque Mary J. Blige c'est une chanteuse, mais elle a fait un peu migrer le hip-hop et le R&B pour créer un genre qui est propre à elle, mais elles avaient cette particularité de baigner dans un autre genre, parce que les rappeuses qui sont uniquement rappeuses, quand elles ne parlent pas de sexe et qu'elles ne montrent pas leurs fesses dans leurs clips, c'est très compliqué d'intéresser le public. Et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve dans ce cercle vicieux où on s'intéresse pas aux rappeuses quand elles montrent pas leurs fesses, et quand elles montrent leurs fesses on dit mais arrêtez de montrer vos fesses, et du coup elles arrêtent de montrer leurs fesses, mais on s'intéresse plus à ce qu'elles font, donc elles remontent leurs fesses parce qu'elles veulent qu'on s'intéresse à elles, et quand on s'intéresse à elles parce qu'elles ont montré leurs fesses, on leur dit d'arrêter de montrer leurs fesses. Donc moi tout ce que j'espère c'est que les choses vont évoluer et que toutes ces rappeuses qui sont pas dans l'hypersexualisation et qui ont pour l'instant une audience un petit peu plus confidentielle, j'espère qu'elles pourront commencer à toucher un public un petit peu plus large. J'espère que les gens qui consomment le hip-hop vont être un petit peu plus curieux. Il y a vraiment des artistes féminines super intéressantes sur la scène rap et ce serait dommage qu'on s'intéresse pas à leur musique et qu'elles aient moins d'exposition juste parce qu'elles ne tombent pas dans l'hypersexualisation. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez sur ça. En conclusion, je dirais juste que oui, il y a beaucoup d'hypersexualisation dans le rap féminin, mais ce n'est pas que de la faute des artistes en question. Ce n'est pas que de la faute des artistes concernés. S'il y a autant d'hypersexualisation dans le rap féminin, c'est parce que le public demande ça et le public consomme ça. Si le public ne consommait pas ça autant, il n'y aurait pas eu autant d'hypersexualisation. Puisque c'est une industrie. Les maisons de disques, les artistes sont là pour faire de l'argent. Ils sont là pour toucher des gens. Si ce qu'ils font ne touche pas les gens, ils vont pas continuer à le faire. Donc si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que mon nouveau single et mon nouveau clip sortent jeudi prochain. Voilà, c'est tout. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà.